Anani Sossou, des opposants en prison ou exilés, pas la peine de citer les noms, vous le connaissez au Bénin. Inimitié avec les pays voisins, le Niger, le Burkina Faso, dans une moindre mesure, le Togo. Talon est-il devenu un chef d'État isolé dans la sous-région, selon vous? Oui, bon, isolé, je ne pense pas trop, parce que au-delà de l'inimitié avec le Niger, le Burkina, bref, avec les États du Sahel, de l'Alliance des États du Sahel, je crois quand même qu'il entretient de très bonnes relations, par exemple, avec certains chefs d'État, notamment avec le Nigérian Tinubu. Mais il y avait brouille pendant longtemps entre le chef d'État précédent. Exactement, avec Boari, il y avait eu des brouilles, effectivement, puisque la frontière avait été fermée pendant plusieurs mois. Plusieurs mois, donc il a dû négocier, mais depuis que Tinubu était était arrivé plutôt au pouvoir, et lorsque il s'est agi, par exemple, de déclarer une guerre au Niger après le coup d'État de juillet 2023, on a vu qu'il y a un réchauffement des relations entre le Nigeria et le Bénin par rapport au Niger. Et on sait également que le Bénin et le Sénégal et certains pays de la sous-région, hormis les États de l'AES et dans une moindre mesure le Togo, Talon entretient quand même de très bonnes relations avec les autres pays. Donc je ne dirais pas complètement qu'il est isolé, mais sur le plan interne, il a beaucoup d'inimitiés, par exemple, par rapport à tous ces procès, je dirais, un peu fantaisistes qu'on a collé à Joël Aïvo, qu'on a collé à Rekia Madougou, qu'on a collé tout récemment à son meilleur ami Olivier Bokor et à celui qu'il a toujours appelé son fils Oswald Romeki. Donc on a constaté quand même que depuis l'avènement de Patrice Talon à la tête du Bénin, et on a senti un certain musellement de la parole. Hein. On a senti quand même qu'il a voulu mettre tout le monde au pas. Il a voulu que tout le monde s'agrippe derrière ses idées, derrière tout ce que lui décide. Or, le Bénin a toujours été cette démocratie exemplaire que toute la sous-région, toute l'Afrique enviait. Mais on a constaté également que Patrice Talon, ce n'est pas que un personnage qui veut amener un développement économique, social, durable au Bénin. On a constaté que derrière ce développement, il y a une forme de dictature qu'il cherche à imposer à tout le monde. Même il avait quand même prévenu, il disait vouloir compromettre la paix pour apporter le développement. Oui, mais on ne peut pas compromettre la paix pour apporter le développement, les deux vont de pair. Si par exemple on cherchait à faire taire toutes les oppositions, si on ne veut pas qu'on fasse un procès de la gouvernance Talon, mais comment saura-t-on que Talon fait bien ou il fait mal? Il faut une opposition. Vous avez vu même au niveau de la presse est muselée. Il y a des journalistes qui sont en exil ou sont en fuite. Il y a des faiseurs d'opinion. Le cas par exemple de Amoussou, alias Frère Rouvi. On a vu ce qui s'est passé. On est venu le kidnapper au Togo ici pour l'amener au Bénin et il est en prison. Et Talon, à son arrivée, il a mis la justice au pas. Il a créé la Criette. La Criette qui est devenue un organe de la présidence pour museler, pour arrêter les opposants et pour faire taire toutes les velléités contradictoires, tous ceux qui peuvent compromettre, tous ceux qui peuvent s'opposer à la gouvernance Talon. Mais il n'y a pas que les opposants qui sont pris par la Criette. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre, mais je vous laisse finir rapidement pour passer la parole à son Excellence. Donc, on a constaté que même sur le plan économique, Talon étant un homme d'affaires, il est venu aux affaires parce que c'est lui qui était le faiseur des rois, c'est lui qui finançait les campagnes, que ce soit au niveau de Yahi Boni et de ses prédécesseurs, c'est lui qui les finançait. Donc, lui-même, il a pris un pan entier de l'économie béninoise et quand il est venu, il a fait taire tous ses opposants. Le cas, par exemple, le plus frappant, c'est celui de Ajavon. Sébastien Ajavon, qui l'a aidé à prendre le pouvoir. Mais la première personne contre laquelle Patrice Talon s'est retourné, c'était justement Sébastien Ajavon. On lui a mis des poux sur une tête rasée comme la mienne. Et on lui a trouvé des noises un peu partout. Il est contraint d'être en exil. Et toutes ces affaires
toutes ces affaires maintenant périclites. Donc ce n'est pas une bonne gouvernance, même s'il y a développement, s'il y a beaucoup de choses que Talon fait, mais cette manière de mettre tout le monde au pas pour amorcer un développement, c'est ça qu'on essaie de revoir dans la gouvernance Talon. Excellence, Sogoyo Kegewi. Ben, moi, Gilles, je ne sais pas de quel coup d'État tu parles, puisque le porte-parole du gouvernement béninois est sorti pour nous dire, traité d'oiseau de mauvais augure, ceux qui parlent de coup d'État, qu'il n'y a rien, le Bénin, ça va bien, tout est calme, personne ne menace le régime de Talon. Talon lui-même est sorti dire que tout va bien. Et pourtant, il y a des gens en prison qui sont soupçonnés. Laisse-moi parler. C'est pas toi seul qui te souviens des prisonniers. Donc, alors, quand j'ai entendu le porte-parole du gouvernement parler, j'ai entendu Talon parler, j'ai cru que le lendemain, on va libérer tous les prisonniers accusés de tentative de coup d'État. Puisqu'il n'y a rien de tout ça. Il ne faut pas parler de ça. Ça n'a jamais existé. Bon, moi, en tant que journaliste, je m'en tiens au fait. Je me dis, bon, si officiellement on nous dit qu'il n'y a pas de tentative de coup d'État, ça veut dire que tout ce que nous entendons relève de la rumeur. Et un journaliste ne travaille pas avec des rumeurs, il travaille avec des faits. Malheureusement, les faits étant particulièrement têtus, Olivier Bokor, Ognouf, Homeki, Ognouf, je ne parle même pas des anciens qu'on a fini par, disons, oublier, c'est-à-dire que on s'est habitué à leur présence en prison. C'est comme si eux n'étaient pas en prison. La brave Rekia Madougou, le professeur Aïvo, bon, on a fini même par oublier qu'ils étaient en prison. Donc, mais on tient à nous dire qu'il n'y a pas tentative de coup d'État au Bénin. Alors, on ne peut que leur souhaiter bon vent. Sinon, tout ce que vous dites, qu'il est venu là opprimer la presse, mais mon ami, je crois qu'il faut qu'on ouvre les yeux. Tu ne peux pas diriger le pays en laissant les gens raconter ce qu'ils veulent. Regardez autour de vous, ce n'est pas seulement en Afrique, ce n'est pas seulement au Bénin. Mais quand Trump est venu, la première chose qu'il a fait, c'était quoi? C'était de rétablir, comment tu appelles le réseau, la TikTok. Mais pourquoi on avait supprimé TikTok? Mais c'est pour que les gens en Amérique ne parlent pas contre ceux qui ont pris l'Amérique en otage avec l'aide d'un vieux gaga qui ne comprenait rien, mais on dirigeait l'Amérique en son nom. C'était pour qu'on ne les dénonce pas. On a fermé TikTok. Quand tu prends ton pays modèle de la démocratie, des droits de l'homme, de la liberté d'expression, mais on a tout fermé. On a fermé les médias. Ceux qui ne disent pas que, bon, Poutine c'est le diable, ceux qui ne disent pas que, comment tu l'appelles, le drogué de Kiev là, que ceux qui ne disent pas que c'est un ange, mais on a tout fermé. En France, on a tout fermé. Tu ne peux pas dire ça. Donc, tu ne peux pas contrôler un pouvoir si tu ne contrôles pas les médias. Ça, ce n'est pas une nouveauté au Bénin. C'est comme ça, ça devait être comme ça. On ne peut pas laisser les gens raconter n'importe quoi, d'autant plus que ceux qui racontent n'importe quoi ne le disent pas sur des bases objectives, mais les gens, surtout chez nous en Afrique, les gens utilisent leurs émotions qu'ils prennent pour de grandes analyses politiques. Tu les vois des trémolos dans la voix pour faire de grandes analyses politiques, alors qu'ils sont juste en train d'exprimer leurs émotions et souvent leurs idées, leurs analyses, soi-disant politiques, rasent les pâquerettes. Oui, mais Excellence, ce que vous dites, certains ne sont pas d'accord non plus avec vos analyses, vos commentaires. Est-ce une raison, par exemple, pour qu'on vous interdise le micro, pour que vous ne puissiez pas parler? Ben attends, si les gens qui ne sont pas d'accord pouvaient, ils m'auraient interdit le micro, tu le sais bien. Tu le sais bien. Quand tu vois toutes les lettres qui se baladent contre nous, tu crois que ces gens qui écrivent ces lettres-là, s'ils avaient les moyens de nous empêcher de parler, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Mais mon ami, Anani, je dis ceci, le pouvoir, tu le gères ou tu ne le gères pas. Ce n'est pas un problème de talent, c'est un problème de tous les pouvoirs du monde. Quand Biden, avant de partir, il a fait quoi? Il a gracié toute une foule. Pourquoi il les a graciés? Mais ce n'étaient pas des enfants de cœur. Il sait ce qui va leur arriver. Quand Trump lui est arrivé, première chose, il a fait quoi? Il a libéré les gens qu'on avait arrêtés au Capitole pour aller les enfermer. Donc, c'est le jeu politique. Chacun fait la politique qui l'arrange, qui permet à son pouvoir de tenir et de durer.
Oui, mais Maintenant, le baromètre quand même de la démocratie, c'est la liberté d'expression. je suis d'accord avec Chacun toi. est libre de s'exprimer. Je suis d'accord. Mais dans le respect des lois. Dans le respect des lois, en vigueur, Voilà, effectivement. je suis un des plus grands bénéficiaires de la liberté d'expression, puisque je peux venir ici parler comme je parle. Mais tout le monde, toutes les stations de radio ou télévision ne sont pas au Togo, où tu peux aller parler comme tu veux. Donc, si chez d'autres, il n'y en a pas, moi, je ne vais pas leur faire un procès pour ça. Mais ceux qui me font un procès, ou nous font un procès, parce qu'on a la liberté d'expression, ça fait leur affaire. Donc, la liberté d'expression est nécessaire. Au Bénin, je crois que c'est toi qui avais reçu ici aussi le même porte-parole du gouvernement. Oui, Léandre Mbedi. Léandre Mbedi. Mais il t'a dit ce qu'il t'a dit. Il n'a jamais dit qu'on a interdit à quelqu'un au Bénin de parler. Mais ça dépend de qu'est-ce que tu racontes. Mais le malheur dans tout ça, c'est que eux, chez qui on ne doit rien dire, eux, ils sont là à fatiguer les autres. Quand tu prends par exemple la dernière fois, le ministre Robert Doucet a dit, c'est dans une interview, c'est-à-dire que Robert Doucet n'a pas organisé une conférence de presse pour proclamer l'adhésion du Togo à l'AES. Il n'a pas fait ça. Il répondait à une interview. Pour avoir dit que ce n'est pas exclu. À ma question d'ailleurs. Hein. Il semble que c'est toi qui concoctes les questions dangereuses. Non. Voilà. Pour avoir dit qu'il n'est pas exclu que le Togo rentre dans l'US, tu as vu les levées de boucliers et la pire, celui qui a franchi le mur du son, comme le dit le canard enseigné, c'est qui? C'est un ancien ministre béninois qu'on a transformé en sicaire, qui se promène de radio en radio, surtout principalement sur RFI, qui heureusement n'est plus un média crédible. Sinon c'est une catastrophe. C'est lui qui va là-bas, ah, le Togo veut rentrer dans l'AES parce qu'il ne veut pas respecter ou passer sous les fourches codines de la CEDEAO. Mais comment la CEDEAO peut avoir des fourches codines, elle qui était là pour agrandir le champ de la liberté? Et ah non, et il veut faire pression ou chantage sur la France. Mais et ces gens-là qui font ces analyses à rebrousse-poil, mais ils viennent de ce pays dont nous parlons aujourd'hui. Chez eux, moi je dis, ils ont le droit de brimer qu'ils veulent, mais c'est pas la peine que eux ils envoient des sicaires, des mercenaires des médias pour vilipender les autres pays quand ils prennent des décisions souveraines. Mais l'évidence, autant on respecte leur souveraineté, autant ils sont tenus de respecter la souveraineté du Togo. Aujourd'hui. Donc vous faites allusion à l'intervention de l'ancien ministre Théodore Olo. Théodore Olo, il semble qu'il était ministre. Mais toi, tu as été des Affaires étrangères, pas ici. En plus, tu as été ministre des Affaires étrangères. Tu n'as rien à dire sur ton pays. Tout ce qu'on dit là, il n'y a rien à dire sur son pays. Il a été interrogé sur un autre pays. Donc. Il a été. Et qui l'interroge? C'est les mêmes. Ceux qui veulent semer la zizanie entre nos pays, le Togo et le Bénin, c'est des pays voisins, on ne peut pas les déplacer. L'évidence aujourd'hui quand même au niveau du Bénin, l'évidence aujourd'hui quand même au niveau du Bénin, oui, c'est que... Mais moi, j'aime pas finir, tu me coupes la parole. Oui, mais parce que... Est-ce que quand tu parlais, je t'ai coupé la parole? C'est un dialogue, on peut échanger. Je suis totalement en phase avec tout ce que tu non, je ne demande même pas ton adhésion. Oui, d'accord, on est dans un peu... Voilà, je ne demande pas ton adhésion. Je dis ce que je vois. En matière de liberté d'expression, en matière de démocratie, l'évidence aujourd'hui qui saute aux yeux, c'est qu'on constate quand même qu'il y a une régression démocratique au niveau du Bénin. Du moment où des opposants qu'on a accusés d'avoir attenté à la sûreté de l'État, un fait qui est grave, des opposants qu'on a dit qu'ils ont donné 15 millions à un militaire pour fomenter un coup d'État. 15 quoi? 15 millions de francs CFA. C'est millions? Bien sûr. Le cas, je parle du cas de Ricard Madougou. Ah, d'accord. Je parle du cas de Ricard Madougou. D'accord, La CRIET avait dit que l'élément, le fond du dossier, c'est qu'on a donné 15 millions à un colonel. Oui, excuse-moi, pour quelqu'un qui est censé venir d'un pays voisin avec des mal d'argent. Des mal d'argent. Je crois que c'est pas 15 millions qu'elle peut donner. Donc, on donne 15 millions à un colonel pour fomenter un coup d'État. 15 pour millions. Faire atteinte à la sûreté de l'État. Et que dans le fond du dossier, au niveau de la CRIET, on n'a rien eu comme élément tangible qui prouve à suffisance que cette dame, effectivement, a voulu qu'il y ait un coup d'État contre Patrice Talon. Ça, c'est un premier fait.
Le deuxième fait, c'est que on a accusé le professeur Aïvo également d'être de mèche pour atteinte à la sûreté de l'État et pour corruption. Le fait le plus grave, c'est qu'on a arrêté un général à qui on aurait ouvert un compte en banque en Côte d'Ivoire. Et cette banque-là a fait un démenti que non, le gars n'avait pas ce compte-là et que le compte qu'il avait est crédité d'un tel montant. Or, le fait est qu'on a pris Rumeki avec une bagatelle d'1 milliard. Si 1,5 milliard. 1,5 milliard Oui, oui. dans sa voiture. Donc, avec 1,5 milliard, quelqu'un qui se lève, il prend 1,5 milliard, il appelle un colonel ou un général de l'armée, il dit viens prendre 1,5 milliard. Mais le morceau est trop gros. C'est dans ce sens-là où je parle de régression démocratique au Bénin. Et ça, tout le monde le reconnaît. Patrice Talon, c'est un bâtisseur. Ça, oui, il n'y a rien à dire. Mais lorsque on veut opprimer ceux qui peuvent porter la contradiction, c'est là où moi je trouve qu'il y a le bas qui blesse. Frère Rumvi, par exemple, c'est un faiseur d'opinion qui donne ses opinions par rapport à la gouvernance de M. Talon. Mais le fait est qu'on est venu le kidnapper ici pour le ramener à la criette. Ce qui, en matière de respect des droits de l'homme, est un scandale. Ça, vous le reconnaissez. Donc, quand ambassadeur, vous êtes là et que vous dites que il est normal que tout pouvoir doit toujours museler ou bien doit essayer de museler la liberté d'expression pour asseoir son autorité, c'est en ce sens-là, c'est en ce moment-là que moi je ne comprends pas où vous voulez en venir. On peut laisser la liberté d'expression s'exprimer. Vous avez donné par exemple tout à l'heure le cas de Donald Trump qui est revenu, qui a rétabli TikTok, et Donald Trump qu'on a banni de Facebook, Donald Trump qui était quelqu'un à qui tout le monde ne voulait plus donner la parole, les médias disaient tout le mal qu'ils pensaient d'eux. Mais c'est ce monsieur-là, élu démocratiquement, qui a battu à plat couture Kamala Harris, qui est revenu, qui n'a pas voulu rendre le coup qu'on lui a fait, mais qui rétablit la liberté d'expression pour que les Américains, tout le monde, puisse s'exprimer comme il veut. C'est ça le baromètre de la démocratie. Donc, on ne peut pas asseoir son pouvoir en s'asseyant sur la liberté des gens, la liberté d'association, la liberté d'expression des gens. Donc, ce n'est pas là ce que moi j'appelle une gouvernance démocratique. Eh ben, on va évoluer dans le débat. Anani Sossou, mais ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. J'aime pas dire que il faut tuer la liberté d'expression. Mais si elle est tuée, comme tu dis au Bénin, mon travail n'est pas de venir ici faire le procès des autorités béninoises. On ne fait pas le procès, on fait une analyse. Non. Moi, j'ai dit que autant ils font ce qu'ils veulent, autant ils doivent éviter de charger les autres quand eux ils disent les choses les plus anodines. Non, quand on envoie, même les textes qui sont là, les lois qui sont là, on doit s'exprimer dans le respect des lois. Quand tu parles, je m'étais. Je peux parler maintenant? Allez. Okay. Quand tu parles, je m'étais. Voilà. Je dis, je ne dis pas que supprimer la liberté d'expression est une bonne chose. Je ne peux même pas le dire. Alors, autant je me dis, bon, s'ils le font, c'est chez eux, je n'ai pas à me mêler. Autant je me demande pourquoi eux, quand un autre pays exprime sa liberté de faire quelque chose, on monte d'anciens ministres frélatés sur des antennes encore plus frélatées. Heureusement, RFI, personne ne fait attention à ce machin-là pour interpréter. On dirait qu'ils jettent les coris. Ah, le Togo veut aller dans l'AES parce qu'il ne veut pas passer sous les fourches codines de choses, comment, de leur machin-là, de la CEDEAO. Ah, parce que le Togo veut faire chantage. Mais mes amis, faisons très attention. Le Togo n'est pas un pays opportuniste. La diplomatie togolaise n'est pas opportuniste. Robert Doucet, le professeur, le ministre des Affaires étrangères du Togo, il a été toujours très clair, très limpide dans ses discours, que ce soit à l'ONU, à l'OIA, partout. Et il avait des propos tout à fait clairs et nets de panafricanistes. Aujourd'hui, j'entends, on dit que non, ce panafricanisme c'est bon, mais pas celui-là. Mais des gens se sont octroyés le droit de dire qui peut être panafricaniste et qui ne l'est pas. Mais quand le Togo
contre l'avis de tout le monde, a ouvert son port au pays de l'Interland, pourquoi on n'a pas vu opportunisme dedans? Pourquoi on n'a pas vu, disons, le désir de ne pas respecter les choses de la CEDEAO? Mais le Togo fait la politique du bon voisinage. Ce n'est pas nouveau, c'est une ancienne politique, bon voisinage. Donc aujourd'hui, quand le Togo fait ça, et qu'on envoie un soi-disant ministre des Affaires étrangères pour jeter des courriers comme un marabout et raconter des conneries sur une radio qui ne vaut même pas plus qu'un marabout, bon, je crois quand même que c'est là que je te dis, autant eux ils sont libres de faire ce qu'ils font chez eux, autant ils doivent laisser les autres s'exprimer comme ils veulent. Parce que ce que le professeur Robert Doucet a dit, il l'a dit contre personne. Il a dit, ben écoutez, pourquoi pas, on irait bien dans l'AES. Dis-moi, où est le problème? Quand le Togo avait, les gens étaient le doigt sur la couture devant le colon. Ah, on va aller faire la guerre. On a utilisé tous les moyens, ça ne va pas. Nous, on va aller faire la guerre. On les attendait, ils ne sont pas allés. Ah, on a déjà combien de militaires prêts? Le sac d'eau, la nourriture est prête. Ah, on les attend, ils ne vont pas. Quand eux, ils tremblaient devant le colon, comme des feuilles, le Togo a tenu bon. Tu sais, Anani Soussou, combien de courage il faut? Il y a à peine 2 ou 3 ans, ce que je te dis, hein, qu'il fallait à un pays comme le Togo pour accepter ouvrir son port à ces pays de l'Interland. Aujourd'hui, ce acte courageux qui est sur le point de porter des fruits, on envoie des sicaires pour saboter ça. Mais vous n'allez quand même pas dénier au Togo les efforts qu'il a déployés. Et aujourd'hui, on dit non, il veut ceci, hein, les retombées économiques. C'est normal, un pays doit se soucier des retombées économiques pour son pays. Allez au port voir comment les camions sont pleins. Allez au port voir qu'aujourd'hui, il y a plus de dockers qui vont là-bas pour travailler. On dit, ah, il n'y a pas de travail aujourd'hui. Allez voir toutes les femmes qui vendent à manger. Allez voir tous les hôteliers des environs du port qui bénéficient de l'arrivée massive des transporteurs de ces pays de l'Interland. L'AES envisage tracer un chemin de fer, non seulement... Justement, je veux en venir. Justement, quand on a envoyé tous les pitbulls pour mordre Robert Doucet au mollet, je me suis demandé, mais attends, c'est pas la première fois que le ministre Doucet parle de son intérêt pour l'AES. Alors, c'est là que j'apprends par un communiqué que les 3 pays de l'AES sont sur le point de faire un chemin de fer par le Togo jusqu'au port de Lomé. J'ai dit, ah merde, j'ai compris. C'est pourquoi RFI a ses habitudes, qui est contre tout ce qui est progrès chez des Africains. Quand je dis, on dit, ah, que moi, je dis, mais ces gens-là, ils sont contre les Noirs. Ils n'aiment pas les Noirs. Ils n'aiment pas ce qui peut être bon pour les Noirs. Quand je le dis, les gens disent, non, non, c'est la vérité. RFI vient chercher quoi dedans? Robert Doucet a fait une conférence de presse en français. Si RFI n'a pas compris, il peut appeler Robert Doucet. Pourquoi on appelle un ministre Holo? Il connaît quoi du Togo? Juste pour aller annoncer des conneries du genre, on fait chantage. On fait chantage contre qui? On va évoluer dans le débat. Anani Soussou, vous avez évoqué les problèmes internes, les problèmes politiques qui ont envoyé certains en prison, d'autres en exil. Mais sur le plan extérieur également, le Bénin n'a pas que des amis, beaucoup d'inimitié avec le Burkina Faso, avec le Niger. Si je prends le cas du Niger par exemple, depuis un moment, il y a des déclarations de bonnes intentions, mais comment se fait-il que malgré ces déclarations, la crise semble perdurer? Ouais, parce que les autorités nigériennes ne voient pas la sincérité des déclarations des autorités béninoises. Parce que on ne peut pas vouloir rétablir la confiance tout en ayant des bases militaires, même si les autorités béninoises disent qu'il n'y a pas de base militaire française. Mais le président de la transition du Niger, le général Abdourahmane Tiani, avait, dans une déclaration, révélé beaucoup de choses, avec précision, tout ce qui se passe au Bénin. Comment on essaie d'installer des bases françaises, comment est-ce qu'on épiait les frontières. Mais il a été d'une précision d'un sniper pour dire tout ce qui se passait au Bénin. Donc, lorsque vous voulez établir la confiance est par les actes qu'on les a. Ce n'est pas par des propos. Même si le Bénin a envoyé des délégations au Niger, même si le Niger
envoyé des délégations au Bénin, même si des autorités des deux pays se sont rencontrées, du moment où le Bénin ne traduit pas par les faits, par les actes, toutes les promesses qui sont faites, il n'y aura jamais la confiance. La réalité aujourd'hui, c'est que le Bénin pouvait permettre aux autorités françaises, étant donné aux autorités nigériennes plutôt, qui les accusaient d'installer des bases militaires à leurs frontières, mais pour faire preuve de bonne foi, il suffisait d'amener précisément les militaires et les experts nigériens dans les zones incriminées pour qu'ils voient s'il y a effectivement base militaire ou pas. Si la France était en train, par exemple, de les épier ou pas. Mais pourquoi les autorités béninoises ne font pas ça? C'est pour ça que il est difficile aujourd'hui pour quelqu'un. Moi, par exemple, je suis là. Mon voisin veut par exemple m'empoisonner, veut me tuer. Et je le sais, j'ai les preuves. Et j'ai dit à mon voisin, mais écoutez, le piège que vous avez tendu, le piège se trouve à tel niveau. Mon voisin dit non, il n'y a rien de ça. On envoie des médiations pour essayer de voir. Mais pour me convaincre, mon voisin devrait m'amener sur le lieu que j'incrimine. Pour que je voie de mes propres yeux qu'effectivement, il n'y a rien là-bas. Pour que mes experts, ceux qui connaissent mieux ces positionnements-là de base militaire, puissent regarder de plus près. Mais le Bénin ne fait pas tout ça là. Donc, comment vous voulez alors que moi, j'ai confiance et que dans le même temps, mes renseignements, mes services de renseignement me prouvent encore la suffisance que tout ce que je disais était une réalité. C'est pour ça alors que la confiance n'étant pas, il n'y aura jamais, jamais, à mon avis aujourd'hui, des relations de bon voisinage entre le Niger et le Bénin. Non, ben, il y a la pomme de discorde, comme vous dites, des bases militaires, supposées ou non. Ensuite, le blocus du pipeline. Le blocus du pipeline avec les Chinois. Et ces derniers moments, une affaire de blocus de matériel militaire. Environ 100 chars. J'allais en venir à ce point. Le général Tchiani, dans son intervention, comme il a dit, d'une précision de sniper, et effectivement, ça a dû toucher les gens comme les balles d'un sniper. Il a posé une question au ministre de l'Intérieur du Bénin. Dis-nous où sont passés les 100 drones que tu as réceptionnés. Voilà. Tu as jamais eu une réponse? Non. Les drones sont entre les mains des terroristes. Maintenant, un ministre nigérien sort et dit, mais écoutez, tout ce qu'on vous a dit, mais c'est rien, il y a encore pire. C'est qu'ils ont saisi, immobilisé au port de Cotonou, notre matériel militaire. Dont des chars, des blindés, certainement, bon, moi je suis pas militaire, des blindés, des chars, des transports de troupes et autres, une centaine au moins. Bon, je m'attendais à une réaction côté béninois pour dire mais ce que vous dites est faux. Nous on n'a rien à raisonner ici. Si vous n'êtes pas d'accord, venez nous montrer où se trouvent vos marchandises. Parce qu'on connaît comment on dit ça, les transitaires. On connaît celui qui a assuré le transport. On ira le voir, mon ami. On dit que toi, tu as amené ça au port de Cotonou. Montre-nous ça. J'ai plutôt vu quelqu'un qui est un partisan du statu quo au Bénin, qui écrit un long article pour essayer de mettre les rieurs de son côté contre la déclaration nigérienne selon laquelle des équipements militaires ont été immobilisés au port. C'est juste s'il n'a pas dit qu'il s'agissait de 2 ou 3 tricycles plus un vélo. Hein, tu les appelles comment les tricycles bizarres là? Nyonyovi, non? C'est juste s'il n'a pas dit que c'est 2 ou 3 Nyonyovi qui sont arrivés, on ne savait même pas que c'est pour le Bénin, donc excusez-nous, venez chercher vos Nyonyovi. Non. Donc, vous voyez, la dernière fois, je vous ai dit ici, j'ai dit, s'il n'y a pas de troupes françaises au Bénin, pourquoi la société civile veut manifester? Mais on a tout fait pour qu'elle ne manifeste pas. Et a raison. Parce que la société civile, toute manifestation finit par une proclamation, par un mot, allait nous dire exactement où ils sont. Parce que quand on a fini de les cacher, on a dit, sûrement tu n'es pas au courant, on a dit aux Nigériens, venez voir, il n'y a personne chez nous. Quand on a fini de les cacher, la société civile, dans sa proclamation, nous aurait certainement dit où on les a cachés. Mais on a tout fait, elle n'a pas manifesté. Donc, je vous dis que le président du Bénin est en droit de prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour assurer la paix et la sécurité dans son pays. Et je ne me hasarde pas
à aller dans ces jugements-là. C'est pourquoi on leur dit que eux aussi, ils n'ont qu'à laisser les autres pays prendre les dispositions qu'ils jugent nécessaires pour assurer la paix et la sécurité chez eux. C'est pas la peine d'envoyer de vieux ministres dépassés, déjà rangés dans les placards, qui veulent se donner une nouvelle vie. Bon, on ne sait jamais, hein, il y a des promotions qui pleuvent et ils espèrent quelque chose, mais pas aux dépens du Togo. Le Togo n'a jamais, je dis bien jamais, dit du mal de quelqu'un. Aucun ministre togolais n'a jamais dit du mal du Bénin, ni d'un autre pays. Et on peut être dans l'AES et on peut être avec la CEDEAO. La CEDEAO, c'est un territoire. On ne peut pas découper un pays et le sortir. Il faut jamais oublier ce problème de territoire. Un territoire avec une population. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, le Bénin fait ce qu'il juge bon. Patrice Talon lui-même, il est monté au créneau. L'hypothèse que lui-même a retenue, ce sont des velléités qu'on lui prête à raison ou non, velléités de troisième mandat. Est-ce qu'on peut verser cette hypothèse dans l'analyse que nous sommes en train de faire? Oui, mais bon, je vais revenir un peu en arrière, parce que je crois que les chefs d'État aujourd'hui qui sont contre les pays de l'AES, ils sont manipulés. Parce que les terroristes ont une autre ambition. Leur ambition, c'est quoi? C'est de prendre tous nos territoires jusqu'à la côte, d'avoir accès à la mer. C'est ça peut-être que le Bénin ne sait pas. Vous avez vu ce qui s'est passé au Bénin la dernière fois avec une trentaine de militaires tués. Sinon plus. Oui, si tant est que le Bénin, qui serait un pays qui serait un ami de la France, un pays peut-être qu'on dit disposer d'une base militaire française sur son territoire, si réellement ce Bénin doit être protégé, je ne crois pas que les terroristes allaient les frapper. C'est parce que les terroristes manipulent tout le monde. Ils ont une autre ambition que les chefs d'État ne savent pas. Et ces ambitions-là, peut-être, ce sont les sponsors qui sont en train de manipuler tout le monde. À la fois les terroristes et à la fois le chef d'État. Mais ce qui est sûr, c'est que l'ambition de ces terroristes, c'est d'avoir accès à la mer. Pourquoi? C'est pour leur trafic en tout genre, qui veulent avoir accès à nos côtes. Donc nos chefs d'État doivent savoir que, pris isolément aujourd'hui, aucun pays ne peut lutter contre le terrorisme. C'est pour ça d'ailleurs que moi je salue, en passant au passage, la création de la force militaire des États de l'AES de 5000 hommes, dont l'objectif primordial est de lutter contre le terrorisme. Donc, isolément pris, aucun pays aujourd'hui ne peut prétendre mettre en déroute ces terroristes-là sur nos territoires, parce qu'ils ont des sponsors qui sont forts, les sponsors qui les arment, les sponsors qui leur fournissent des renseignements en tout genre. Parenthèse close. Pour répondre à ta question, Gilles, l'histoire du troisième mandat de Patrice Talon, ça fait longtemps qu'il l'a dit, qu'il ne briguera pas un troisième mandat. Ouais. Et moi, j'ose le croire. Parce que je crois que pas plus tard que la semaine dernière, il a encore dit que il a fait inscrire dans la Constitution une clause qu'aucun Béninois de son vivant ne peut faire plus de deux mandats. Donc, lui-même, il s'inscrit déjà dans cette dynamique-là, de ne pas briguer un troisième mandat. Et à plusieurs reprises, on lui a posé la question. Même en conférence de presse des journalistes, lui ont demandé, mais il y a une histoire de troisième mandat qui sort. Et il a dit, non, mais écoutez, ouais, il y avait que la Constitution nous dit, la Constitution, je crois que c'est l'article de la Constitution du Bénin, qui dit que on ne peut faire que deux mandats. Mais pourquoi vous me prêtez l'histoire, l'idée d'un troisième mandat que je ne ferai pas? Au départ, je rappelle également que Patrice Talon, quand il était arrivé en 2016, avait parlé d'un mandat unique. Voilà. Il avait parlé d'un mandat unique. Mais la révision constitutionnelle avait été rejetée. Voilà, lors de la révision constitutionnelle, les députés ont rejeté cette proposition de mandat unique. C'est pour ça qu'il était revenu pour faire un deuxième mandat, et il a fait inscrire dans la Constitution que nul Béninois de son vivant ne peut faire plus de deux mandats. Donc moi, aujourd'hui, je me dis, c'est la politique, tout le monde sait. On peut faire des déclarations d'intention de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Mais lorsque on va se dire, le cas guinéen, là, le président Djumboué avait dit qu'aucune autorité de la transition ne briguerait la magistrature suprême. Mais aujourd'hui, on a formé des clans partout en Guinée qui réclament un mandat présidentiel pour Djumbouya. Il se peut aujourd'hui que le Bénin aussi, dans le futur, mais pour l'instant, étant donné que Talon lui-même, le président Talon lui-même, a proclamé sur tous les toits
qui ne briguera pas un troisième mandat, mais... C'est de la même manière qu'il avait proclamé qu'il allait faire comme mandat. Oui, mais bon, le mandat, le mandat unique avait été rejeté. C'est pas lui-même qui a dit non, je vais faire encore mandat. Le même article peut toujours être rejeté aussi à tout moment. Aujourd'hui, le bénéfice du doute, aujourd'hui, il est là. Même si, pas extraordinaire, un prêtre du FA a dit que le FA lui demande de briguer un troisième mandat. Dans tous les cas, sa parole n'est qu'une parole de civil. Et tu vois que le prêtre du FA a parlé par hasard, même si après on nous dit non, il faut laisser ça, il faut pas mêler ça à la politique. Parce qu'on sait que nous sommes des Africains, nos croyances sont telles que nous faisons confiance au FA. C'est d'ailleurs pourquoi on l'a mis débat. Maintenant, laisse-moi par après, c'est pour te dire ceci rapidement, puisque par après, l'association des prêtres Huno Boko du Bénin a sorti un communiqué pour dire que là où le cher Kofi a trouvé son interprétation n'engage que lui, mais n'engage pas l'association des prêtres traditionnels du Bénin. Laisse tomber, chacun fait la politique de ses moyens. Le problème de mandat du président Patrick Talon, moi ça ne m'intéresse pas. S'il veut faire 1000 mandats, ça fait son affaire. Hein. Moi, il y a longtemps, je ne suis plus allé au Bénin. Mais ceux qui y vont m'ont dit, ah, mais il y a un très bon travail qui a été fait dans Cotonou. On dit même que Cotonou est aujourd'hui une des villes, sinon la ville la plus propre de la sous-région. Et il y a des routes qui ont été faites, hôpitaux construits, il y a ceci qui a été fait. Bon, s'il veut faire 1000, s'il veut se prévaloir de ça pour faire 1000 mandats, comme l'a dit mon brave ami, il s'appelle quoi, Bertin Kovi ou quoi là, qui dit que non, que Patrick Talon, ça va continuer. Lui, il veut même qu'il n'y ait même plus d'élections. Il n'a qu'à continuer. Tant mieux, tant que le pays marche. Mais le problème de Patrick Talon, c'est le péché originel de la promesse de faire un seul mandat. Maintenant, tu dis que la révision constitutionnelle a refusé ça. Mais que après ça, tu as sanctuarisé le système en disant plus personne. Mais si demain les mêmes députés se réunissent et disent non, dans ce pays-là, nous on veut que tu fasses un troisième mandat. Si tu n'avais pas pu contredire les députés dans le premier cas, comment peux-tu les contredire aujourd'hui? Ça fait leur affaire. Chacun, je répète, chacun gère son pays comme ça l'arrange et comme ça arrange le pays. Quand on voit toutes les mesures prises autour, on a de la peine à croire qu'on veut finir deuxième mandat et puis c'est fini. On a de la peine à croire. Quand je parlais de Covid tantôt, quand ils sont pour proclamer qu'il est soutien de Patrick Talon et que Patrick Talon doit continuer, mais il ne parle pas par hasard. C'est un type, moi je ne le connais pas, mais lui-même, son pedigree, il est élevé. Il a fait le tour de la planète, il a été conseiller de différents chefs d'État. Donc c'est pas un gamin, c'est pas quelqu'un qui parle en l'air. Donc laissez-moi, premier mandat, deuxième mandat, tu dis que l'autre, le Guinéen a dit quoi? Mais écoutez, vous oubliez notre Guinéen, Mbalo. Est-ce que tu entends encore parler de lui? Lui, qui gardait le sein des saints de la CEDEAO, qui voulait les troupes pour aller combattre. Tu sais ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? Son parlement est mis sous éteignoir. Lui-même, on devait aller aux élections. Il a reporté les élections. Il ne dit rien. Et maintenant, on le voit de moins en moins à Paris, mais de plus en plus à Sochi, chez Poutine. Mais il est le seul. La dernière fois, j'ai été surpris que Poutine, en réunion, avait un appel. Il s'est levé pour aller, avait une réunion. Il s'est levé pour aller prendre un appel et il semble que c'est l'appel de Mbalo. Poutine ne le fait même pas pour un président allemand ou français ou anglais, mais il le fait pour un Mbalo. Donc, cette théorie-là, quand tu n'es pas encore au pouvoir, c'est tellement facile de promettre. En te disant, bon, si je fais un mandat, au bout du mandat, je suis assez rassasié, je n'en aurai pas plus besoin. Mais le pouvoir, plus tu manges, plus tu as faim. Il faut faire attention. Donc, il faut laisser les lois jouer la constitution que chaque pays s'est donnée. On la laisse jouer et on avance. C'est tout. Moi, je ne suis pas dans cette humeur, émotion personnelle. Ça ne m'intéresse pas. Mais après avoir dit tout ça maintenant, on va conclure cette première partie avec la réponse à la question cruciale. Qui cherche à dégager Patrice Talon du pouvoir? Après avoir dit tout ce que nous avons dit, est-ce que l'ennemi vient de l'interne ou de l'extérieur? Analyse sociale. Mais le grand Patrice Talon lui-même, il s'est fait beaucoup d'ennemis à l'intérieur. Parce que quand on voit aujourd'hui le musellement même des partis politiques, regardez le code électoral béninois,
qui a réduit au silence presque tous les partis politiques qui doivent se conformer à un certain nombre de lois, de règles, par exemple, avoir une assise nationale 10% de l'électorat pour... Donc, et quand vous voyez aujourd'hui tout ce qui se passe au Bénin, les partis politiques, les Azalaïs qu'on ne retrouve plus nulle part, même au sein même de la coalition de Patrice Talon au pouvoir, il a fait en sorte que beaucoup de gens soient contre lui. Imaginez un seul instant, qui au Bénin peut croire que Olivier Bokor sera aujourd'hui dans le collimateur de Patrice Talon. Or, Olivier Bokor, c'est l'ami, le conseiller. Certains le surnomment même le vice-président. Le vice-président, l'homme le plus écouté de Patrice Talon. Qui aujourd'hui au Bénin peut croire que celui-là serait dans le collimateur de Patrice Talon jusqu'à ce qu'il le jette en prison par rapport à un soupçon de coup d'État? Qui peut croire cela? Or, Olivier Bokor aussi a ses partisans. Des gens qui ont formé des comités un peu partout au Bénin pour soutenir sa candidature en 2026. Donc, ce sont ses partisans. Donc, là, on sait immédiatement que Patrice Talon, président Talon, c'est lui-même chercher des ennemis à l'interne. Mais le gars le plus populaire au sein de la jeunesse, c'est Oswald Omeki, qui était au four et au moulin, partout pour Patrice Talon. Les jeunesses qu'il a drainées derrière la dynamique Talon, mais c'était lui. Aujourd'hui, cette jeunesse-là se trouve coupée d'une racine. Et cette racine-là, c'est Oswald. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a des ennemis à l'intérieur. Regardez, le professeur Aïvo en prison. Mais ce n'est pas quelqu'un qui sort du néant. Madame Rekia Madougou, qui représentait le parti Les Démocrates de Yahi Boni, ce n'est pas une personnalité anodine. Donc, au regard de tout ce qui se passe, au regard de tous ces exemples que je viens de mettre côte à côte, mais Patrice Talon lui-même, il s'est attiré la foudre de l'intérieur. Et n'oublions pas qu'il y a des partisans du président Talon, bien sûr, mais le nombre croissant de personnes qui trouvent sa gouvernance un peu dictatoriale, c'est une forme également d'inimitié que Talon lui-même s'est créé en voulant diriger le pays d'une main de fer. Or, tous les Béninois savent comment le président Talon s'est enrichi dans le coton. Quand il est arrivé au pouvoir, ce qu'il a fait du port autonome de Cotonou, tout le monde le sait. Donc, c'est quelque part le voleur qui ne veut pas se faire voler. Donc, au regard de toutes ces analyses-là, l'ennemi du président Talon n'est pas à l'extérieur, mais à l'interne. Écoutez, concernant Olivier Bokor et Omeki, je vous ai dit ici, je n'aime pas répéter les mêmes choses tous les jours, qu'un ami au pouvoir est un ami de moins. C'est Sénèque, le vieux grec Sénèque qui a dit ça. Un ami au pouvoir, Gilles, si je mange, je bois avec toi matin, midi, soir, demain tu deviens président, je viens te demander une faveur. Est-ce que tu peux m'envoyer comme ambassadeur en Papouasie-Nouvelle-Guinée? C'est tellement loin que, bon, tu m'oublies, je t'oublie. Tu ne te diras pas, ah, attention, comme l'ambassadeur me connaît, peut-être il est en train de traficoter quelque chose contre moi. On n'est jamais président d'un ami. On est président d'un individu, ami d'un individu qui devient président. Ok. Mais dès qu'il devient président, toi tu n'es pas président, laisse-le tranquille. Si tu veux le servir, travaille pour lui. Point-barre. Maintenant, c'est pas Talon seul qui est menacé au pouvoir. Mais que dites-vous du jeune Ibrahim? Chez lui, c'est pratiquement une tentative de coup d'État par jour. Et le général Tiani, Assimi Goïta, mais tous les autres chefs d'État de la sous-région, lequel des chefs d'État peut lever le doigt pour dire, ah, moi, aucun coup d'État ne me menace? Ils sont tous menacés de coup d'État. C'est pourquoi je me dis que l'intelligence demande qu'ils s'entendent, qu'ils se comprennent, que l'autre ne sert pas, quelqu'un ne serve pas de base pour déstabiliser son voisin, sachant que lui-même, il est aussi dans le collimateur d'un putschiste.